Et avant tout propos, je veux m'acquitter du devoir de m'incliner devant la mémoire de deux de mes aînés, votre confrère Jacob Ahama et Madame Claudine Kondjo Ahiagnon, et également de la jeune Josiane, dont nous entendons parler, qui aurait été abusée et qui est décédée de suite de cela. Comme vous savez, avec Feu Jacob, c'est ensemble à trois ici que nous avons échangé pour la dernière fois, et il y a quelques mois. Et c'était souvent pour m'aider à mieux comprendre le pays dans lequel nous sommes, par des conseils, par faire notre action. Donc je salue ici son professionnalisme, sa générosité, son sens du partage. Et je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses collègues, à toute Victoire FM. Et je prie que le Père Céleste l'accueille en son royaume. Quant à ce qui est de notre consoeur Kondjo Ahiagnon Claudine, sa disparition me peine énormément parce que je l'ai revenue il n'y a pas si longtemps et nous avions coutume de l'appeler Tata Claudine. Pour la petite histoire, c'était ma monitrice à l'église tous les dimanches. Et j'étais un petit assez turbulent à l'époque. Par contre, c'est moi qui répondais toujours lorsqu'elle demandait qu'est-ce qu'on a fait dimanche passé. Et je le faisais si bien qu'à un moment donné, elle disait, mais il n'y a pas que Sénat qui a suivi la messe ou le cours la dernière fois. Vous aussi, vous étiez là, dites quelque chose. Voilà. Donc, je garde de très bons souvenirs et je présente mes condoléances à son frère Doji, à sa famille, ses enfants, à son Excellence Madame Awanana, ainsi qu'au Ashroun. Et je souhaite également que son âme repose en paix. Et si vous le permettez, je termine avec la dernière dont nous avons appris le décès sur les médias, celui de Josiane. Je peux imaginer le désarroi et la colère qui animent ses parents. Je leur exprime toute ma compassion. Je viens de rentrer d'Abuja et je passerai dans les jours qui suivent voir sa famille et comprendre ce qui s'est passé. Je peux vous assurer et vous rassurer que comme serviteur, comme votre serviteur, votre député, nous prendrons nos responsabilités dans ce dossier. Un enfant de 9 ans, il faut que la justice soit faite et que les droits de la victime soient défendus, ainsi que les droits du coupable aussi, qui, au-delà du crime, a également des droits. Mais nous voulons que la justice soit faite et j'ai les yeux tournés vers notre justice pour qu'elle fasse son travail en toute indépendance, en toute impartialité, avec célérité. Célérité parce que trop de dossiers traînent dans notre justice, qui est lente, faute de moyens. Nous devons vraiment revoir avec le gouvernement les conditions dans lesquelles travaille notre justice. Il leur faut plus de moyens financiers, plus de moyens matériels et plus de moyens humains pour vider les dossiers qui y traînent, notamment le foncier. Justement. Il faut étoffer l'équipe. Vous voyez comment nous avons le tribunal du commerce qui évacue les questions de commerce en 100 jours environ. Il nous faut un tribunal spécialisé comme ça, comme le suggérait quelqu'un récemment, pour vider les dossiers que nous avons dans le foncier, pour que ça n'engorge pas ce qui se passe dans la justice. Mais je ne vais pas faire une digression pour rentrer dans les questions de la justice ce matin. Je veux simplement dire que notre justice a besoin de plus de moyens. Les juges et tout ce qui travaille là-bas doivent être mieux payés. Je ne suis pas satisfait de ce que je vois là-bas en ce moment. Beaucoup est fait, mais c'est loin d'être assez. Et donc, nous allons travailler. En tant qu'acteur politique, nous allons travailler dans ce sens. Sinon, que les conditions de vie et de travail soient améliorées. Rapidement. Parce que quand c'est le cas, ce n'est pas le cas, ils deviennent vulnérables. Et vous avez des juges qui rendent des jugements vraiment étranges parce que soit peut-être il est tellement mal payé qu'une enveloppe règle le problème. Et le jugement n'est pas nécessairement bon. Ou vous avez des dossiers qui traînent en longueur. J'ai des gens de la famille proche qui ont des dossiers qui traînent. Depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Depuis plusieurs mois. On va frapper bientôt l'année. Et vous avez même, dans le cas de... Je ne veux pas aller avec le prénom. Nous avons quelqu'un du parti de M. Olympio, M. Edi Komla, qui est en prison. C'est pas un prisonnier politique. C'est un prisonnier de droit commun. La plainte qui est portée contre lui a déjà été retirée. Mais monsieur, encore depuis 6 mois, et là maintenant il est malade. Bon, donc on va voir avec qui de droit ce qui se fait dans ces cas-là pour que ça aille là. Et ce n'est pas la faute à un juge ou à quelqu'un. Le système est lent, faute de moyens. Donc nous devons vraiment irriguer le système de justice de moyens humains, matériels et financiers. Mais bon, ce n'était pas le but de cette intervention. C'était avant tout pour m'incliner devant la mémoire de nos trois compatriotes. Et donc nous pouvons maintenant, avec votre permission, rentrer dans le bain. Ah oui, mais étant donné que vous nous tendiez la perche, mais quand même par rapport à la petite ou à la petite Josiane,
voilà que un homme de 47 ans abuse ou bien viole cette fillette de 9 ans, l'étrangle et la fillette succombe. Maintenant, il place le corps dans son véhicule et on l'attrape. Il est aujourd'hui dans les mains de la police, d'accord, mais quand même, 30 organisations de la société civile montent au créneau et réclament justice sévère et rigoureuse par rapport à cette affaire. Et une autre institution de la République s'y mêle, il s'agit de la CNDH. Donc, finalement, on peut quand même comprendre que cela émeut tout le monde. Oui, absolument. C'est complètement inadmissible et abominable. Mais ce n'est que symptomatique de la crise de valeurs que nous avons dans le pays. Vous constaterez que de plus en plus dans nos rues, en tout cas moi quand je vais chez moi, j'habite vers... en tout cas dans un quartier de Lomé. De plus en plus je constate le soir que c'est rempli de jeunes filles qui font de la prostitution. Ce qui pour moi, d'un point de vue économique, est peut-être symptomatique d'une crise de valeur dans le pays et surtout de problèmes économiques. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui a le minimum, qui vit bien, même par temps de pluie, se mettrait dans des ruelles à guetter des clients. Donc, oui, mais le problème c'est que il y a un marché pour cela. C'est pourquoi elles sont là, sinon elles ne le feraient pas. Donc, il y a une crise de valeur où les femmes sont chosifiées, les gens multiplient les femmes. Les gens mènent une véritable vie de débauche. Et pour ensuite, peut-être des raisons de précarité ou bien c'est peut-être... de précarité de la part des femmes et des victimes sans doute. Et bon, je ne peux pas, je veux dire... Ou bien la femme traîne dans la boue aujourd'hui sa propre dignité. Non, je pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a faim de réagir comme quelqu'un qui est dans de bonnes conditions. Ce que moi je suis en train de dire, c'est qu'après 63 ans d'indépendance, il n'y a plus aucun Togolais qui devra avoir faim au point de devoir se prostituer et être à la merci de gros taux qui ne sont pas capables de se contenter de la femme qu'ils ont pourtant épousée. Des hommes sans scrupules. Et qui courent, ils veulent faire le tour de la ville, en distribuant des maladies, même aux besoins parfois. Donc je pense qu'il faut qu'on revoie les valeurs qui fondent notre société et que on redonne à la femme sa place et qu'on protège les enfants et surtout qu'on règle le problème de la pauvreté. Parce que tant que vous avez le problème de pauvreté, vous ne réglerez pas le problème de la corruption, vous ne réglerez pas... Ça, ce sont des symptômes d'un problème plus sérieux. Endémique. Voilà. Alors nous, pour les élections qui arrivent, pour la période qui arrive, 3 priorités. La paix, la liberté et la prospérité. Donc il faut que le pays soit en paix. Il faut que les gens soient libres et il faut que les gens aient de bons salaires. Il faut que les gens soient bien payés. Là, vous faites allusion à la prospérité. Prospérité. Oui, mais en revenant encore au cas des enfants qui aujourd'hui traînent et traînassent dans la rue, en tout cas pour pouvoir être guettés ou bien piochés, entre guillemets, par des gros taux. Alors, est-ce que nous voici encore les vacances voici encore les vacances qui s'annoncent. Est-ce que les parents doivent conscientiser davantage leurs enfants ou bien qui doit jouer le rôle qui puisse dissuader ces petites filles afin qu'elles ne s'adonnent plus à cette vie de prosélytisme? Alors le problème il est plus sérieux que ça parce que vous avez des parents qui sont mal payés, donc qui sont fauchés, ou qui n'arrivent pas de boulot, ou qui n'ont pas de boulot, qui n'arrivent pas à boucler leur budget. Quelle autorité ont-ils à la maison pour pouvoir conseiller? Ce n'est plus comme à notre époque, où peut-être papa travaille, maman à la maison, papa et maman travaillent, mais les bonnes ont certaines valeurs qui font que quand les deux rentrent à la maison, il y a un certain équilibre dans la société. La pauvreté nous a poussés dans des retranchements qui font que si nous ne réglons pas le problème de la pauvreté, à terme, notre société va s'effondrer. Vous allez dans des pays comme le Brésil, ou d'autres pays, où vous verrez, même en Afrique du Sud, où je vais souvent, vous verrez des bidonvilles, et dans ces bidonvilles-là, vous comprenez qu'il n'y a aucune loi et aucun règlement. Dans cette promiscuité, tout est possible. Le Togo n'est pas sur cette voie parce que nous sommes un hub portuaire et aéroportuaire. Nous avons beaucoup d'opportunités. La nature nous a dotés de ressources naturelles abondantes. Nous avons des ressources humaines qu'il faut bonifier, qu'il faut améliorer. La population est en croissance. Il faut qu'on s'organise de façon à ce que la prospérité soit partagée. Pour que, quand tu vas, tu travailles, tu reviens, équitable, tu aies le temps d'éduquer tes enfants. Donc, c'est un problème de système éducatif, tant à la maison
qu'à l'école. Parce qu'à l'école également, les professeurs sont si mal payés que, bon, écoutez, s'il faut qu'on leur paye un supplément pour qu'ils donnent des cours à la maison aux mêmes enfants à qui ils ont donné les cours à l'école, on va où avec tout cela? Aucune société ne se bâtit. Mais au niveau public, ça s'améliore davantage. Dans ma circonscription, j'ai vu qu'on parle de gens qui sont même des enseignants volontaires. Je pense que nous allons, en tout cas si nous sommes en capacité et que nous avons une majorité, nous allons mettre un terme aux histoires d'enseignants volontaires. Tu es un enseignant, tu as un salaire, on te paye. Parce que c'est toi qui formes les enfants qui demain deviendront des citoyens et vont permettre au Togo d'avancer. Donc c'est des investissements importants que l'État doit faire. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas ou qu'il n'en fait pas assez. Les efforts sont fournis, mais il faut les amplifier. C'est loin, nous sommes loin du compte. Il faut vraiment restructurer et vraiment faire les choses pour que nous nous éloignions de la pauvreté. Et ces aspects, vous êtes 7 au total comme député au nom de l'UFC Union d'efforts de changement, le DETIA. Vous êtes 7 députés au Parlement, vous avez travaillé, vous travaillez encore, bientôt les 5 ans seront bouclés. Alors, quel bilan pouvez-vous dresser aujourd'hui, monsieur Alépuy, de la gestion du mandat de 5 ans que les Togolais vous ont confié le 20 décembre 2018? Alors, je dirais que le bilan est mitigé et que je ne peux pas, dans le cadre d'une émission qui va finir dans environ 30-40 minutes, faire un bilan exhaustif. Je reviendrai et on consacrera une émission pour faire un bilan détaillé, où on peut le faire même en plusieurs émissions, bilan sur le plan politique, sur le plan économique et tout le reste. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes 7 sur 91. Et nous avons fait le travail de 7 personnes. Et pour 7 personnes, nous en avons fait pas mal. Ce n'est pas assez. Comme je vous le dis, nous sommes loin du compte. Le Togo peut être encore plus loin qu'il ne l'est. Les Togolais méritent encore plus qu'ils n'ont déjà. Et si vous me donnez 2-3 minutes, si vous le permettez. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité ce matin. Je dirais que les Togolais veulent savoir ce que vous avez pu faire en leur compte ou à leur bénéfice durant les 5 ans. Donc on va survoler la question, y a pas de souci. Mais j'ai besoin de 2-3 minutes sans interruption pour pouvoir répondre. Nous avons été élus le 20 décembre 2018 dans un contexte politique tendu. Il faut se replacer dans le contexte. Et avec une partie de l'opposition a préféré ne pas aller aux élections pour ensuite le regretter et faire volte-face, sans raison. Mais ce n'est pas ça le plus important. Nous avions une économie défavorable. En face de nous, c'est-à-dire nous les 7 plus les amis du NET, du PDP, du MRC et les 2 du MPDD d'alors, nous avions en face de nous une majorité présidentielle qui avait un score confortable, une majorité confortable, avec près de 2/3 des députés, donc 59, un peu plus que la moitié. Et donc nous avons, au niveau de l'opposition parlementaire, décidé de faire bloc et de travailler en synergie pour arracher des compromis qui ne tiennent pas compte de notre nombre. Parce que si on va aller arithmétiquement, c'est mort. Donc on discute. Partout où on peut avoir un consensus, nous sommes preneurs. Et nous avons mené les discussions ces 5 dernières années de façon à ce que la majorité ne sente pas le besoin de recourir au fait qu'elle est la majorité et qu'elle passe en force. Et je pense que c'est louable. Et cela a pu marcher? Jusqu'à présent, cela a marché. Et il faut qu'on soit honnête, je tiens à saluer le leadership de son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchegan, qui a pu gérer ces différentes sensibilités de façon si calme qu'on a l'impression que c'est un seul parti, alors que nous sommes quand même 5-6 partis au Parlement là-bas et que nous ne sommes pas souvent d'accord. Mais les discussions de couloir n'arrivent pas à la presse ni dans le public. Donc je pense qu'il faut saluer son leadership, ainsi que la majorité qui a fait preuve d'écoute, de bonne foi, d'ouverture. Bon, maintenant la question de façon pratique, puisque j'ai déjà épuisé 1 minute et demie, c'est que il faut nous juger sur la base des engagements que nous avions pris. Lorsque nous allions aux élections législatives, nous avions un projet de société qui s'appelait Ensemble pour un Togo nouveau, qui s'appelle Ensemble pour un Togo nouveau. Et ce projet de société est disponible sur mon site web au www.alipui.com. Vous pouvez le télécharger et voir ce que nous promettions aux Togolais
si... Quand vous battiez campagne. Oui, c'est le parti de la Blodé, ce que le parti de la Blodé proposait aux Togolais en cas de victoire, ce qu'aurait fait un gouvernement de la Blodé. Donc je pense que c'est par rapport à ça qu'il faut nous juger, par rapport aux engagements que nous avons pris. Et ces engagements-là, quand je les regarde, bon, nous avions promis sur le plan politique de limiter le mandat présidentiel, législatif et municipal à 5 ans, renouvelable une fois. Donc on a limité le mandat. C'était notre projet. Quelqu'un d'autre l'a proposé, on a trouvé une formule, c'est fait. Instaurer les 2 tours, amnistier les crimes politiques, économiques et les crimes de sang, ça, ce n'est pas dans notre main, on n'a pas encore pu le faire. Revoir les statuts des anciens présidents de la République, premiers ministres, présidents d'institutions, auxquels nous avons ajouté les directeurs de sociétés d'État, anciens ministres, anciens députés et les différents officiers de l'armée. Parce que vous savez, les députés, après avoir fait peut-être parfois 2-3 mandats, ils vont à la retraite et puis il n'y a rien, sauf ceux qui étaient dans la fonction publique qui cotisaient. Donc tout ça, c'est des choses... Donc peut-être la situation, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous aurait inspiré, puisque les anciens députés sont toujours rémunérés. Dans plusieurs pays africains, mais je ne veux pas perdre beaucoup de temps sur ça, pour dire que nous avons ce souci-là. Nous avions aussi décidé que nous allions apurer tout ce que la Hachoun et la CVJR avaient en leur temps demandé, libérer l'ensemble de ceux qui étaient considérés comme des détenus politiques ou économiques, et les prisonniers de droit commun allaient avoir une remise de peine. Mais vous voyez que depuis 2019, où nous sommes au Parlement jusque-là, quasiment 2000 prisonniers ont été libérés. Pas de notre fait, puisque nous n'avons pas ce pouvoir. Et la dernière, c'était en avril, voilà. La dernière vague. Donc c'est des choses que nous avons promis faire, d'autres l'ont fait. Nous avons promis organiser des élections municipales, elles ont eu lieu. Nous avons promis organiser les états généraux de l'armée, de la chefferie traditionnelle. Notre ambition est de faire de la chefferie traditionnelle une institution, comme le chef de file de l'opposition, comme la CNDH, pour que les chefs traditionnels aussi soient une institution de la République, puisqu'ils sont gardiens de nos us et coutumes, qu'ils aient de meilleurs revenus, donc un salaire et des avantages liés à leur fonction, de façon à leur donner de la valeur et du crédit pour que les populations les respectent et que leur autorité nous aide à préserver notre identité, ce que nous sommes, nos traditions. En tant que Togolais. Voilà, en tant que Togolais. Ils ont un rôle important à jouer. Et vous avez pu le faire? Non. Ça, ce sont des choses que nous nous sommes engagés à faire. Nous n'avons pas eu la majorité, nous n'avons pas encore obtenu les résultats, mais nous allons continuer à nous battre pour ces choses-là, pour les chefs traditionnels, comme nous nous sommes battus pour le SMIG, qui a donné des résultats. Comme nous nous sommes battus pour les réformes qui ont donné des résultats. Donc, bon, on reviendra en détail sur les réformes économiques. Oui, vous savez, même si vous prenez Novici, Novici est une copie de ce que nous disions que nous allions faire. Nous disions que nous allions donner 50 000 à ceux qui sont d'un certain âge, les femmes. Donc, toutes ces choses-là, nous sommes porteurs d'idées. Il faut mettre la patrie avant les partis. Même si je suis minoritaire. À vous écouter tous les points que vous venez d'égrener là, est-ce que vous ne vous accroupez pas sur ce que le gouvernement a fait ou bien la majorité présidentielle a fait et vous les mettez à votre actif? Non. Le projet de société, je l'ai rédigé. Je vous dis qu'il est disponible sur mon site. Il est disponible depuis 5 ans. D'accord. Le SMIC, c'est quand est-ce qu'on l'a augmenté? C'est au début de cette année, donc après 4 ans de mandat. Mais ce document est disponible sur mon site depuis 4 ans ou 5 ans. Donc, ce que je dis, c'est que si vous aviez voté en majorité pour les candidats du parti de la Blodé et que nous avions eu la majorité, déjà en 2019-2020, nous aurions déjà fait toutes ces choses-là. Bon, maintenant, il y a eu la Covid, il y a eu d'autres problèmes qui font que il y a de nouveaux problèmes maintenant. Il y a de nouveaux défis. Et maintenant, j'ai pris le temps de vivre dans le pays également. Il y a d'autres réalités, comme celle de la justice dont je vous parlais, qui sont en face de moi. Vous avez les problèmes... Que vous allez intégrer dans le prochain... Et vous avez surtout celui des PME. Pas les grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises. Les PME ici sont comme un âne qui est chargé de 2 tonnes de ciment. Ils ont l'OTR, les municipalités, le Butodra. Ils ont tout le monde sur le dos. Dans un contexte économique délicat où il n'y a pas suffisamment d'argent, tout le monde vient leur réclamer de l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné sur la base de leur existence. Il faut revoir la fiscalité des PME. Pourquoi c'est maintenant que vous le dites? Non. Le programme qui est sur mon site, je vous l'ai envoyé au moins 3 fois moi-même. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de le lire. Nous avions en notre temps promis de réduire l'impôt sur les sociétés de 27% à 15%. L'impôt pour les sociétés
Vous ne vous étiez pas battu pour que du moins quelque chose soit fait à ce propos. Si, c'est le travail de plaidoyer. C'est comme si vous me disiez... Ou bien vous attendez toujours obtenir la majorité avant de pouvoir non, c'est comme le SMIC. C'est-à-dire que si j'ai la majorité, j'ai le pouvoir, je le fais aussitôt. Si je ne l'ai pas, je dis ce que je vais faire si jamais vous votez pour moi. Bon, vous n'avez pas voté pour moi, ce n'est pas grave. C'est une idée. J'en parle. Partout où je passe, j'en parle, j'en reparle. Lorsque je suis avec les décideurs, j'en parle. Lorsque je suis avec vous, les médias, j'en parle. Lorsque je suis dans ma circonscription avec les populations, j'en parle. L'idée fait son chemin. Et l'idée faisant son chemin, ce n'est pas nous qui avons augmenté le SMIC. Le SMIC a été augmenté à l'issue d'un dialogue. Mais quand même, vos propositions, vos points de vue ont été pris en compte. Entre le patronat et les autres. Ils ont discuté et ils se sont entendus. Donc nous avons contribué au débat et nous avons peut-être même lancé une idée qui a été récupérée, qui a avancé, mais qui répond à un besoin. Donc tout le monde en est bien conscient. Vous prenez le cas de Novici. Novici a aidé en période de crise, mais nous, c'est depuis 2018, dans le projet de document donc, que je vous invite à aller lire, que nous disons qu'il y a des Togolais qui ne travaillent pas. Il y a des Togolais qui n'ont rien. Ils doivent avoir au moins 25 à 30 000 tous les mois pour ne pas se retrouver complètement vulnérables. Et je termine avec ceci. Il faut vraiment que nous essayions de dépasser les clivages politiques pour pousser les idées. Parce que quand vous êtes dans une posture comme la nôtre, qui est minoritaire, vous êtes au Parlement, à la tête de 7 députés, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 7 si ce n'est vendre vos idées et au lieu d'essayer de vaincre la majorité, être plutôt convaincant avec vos arguments pour que, même si c'est votre idée, l'autre la récupère et l'applique. Ça arrange tous les Togolais. C'est pour ça que je suis venu en politique. Pour améliorer vos conditions de vie. Bon, le reste, qu'on soit majoritaire ou minoritaire. Entre-temps, il vous a été craché à la figure. Oui. On vous a invité à venir boire du lait et vous voudrez compter le nombre de vaches. Bon. Oui, est-ce que cela ne vous a pas peut-être touché ou carrément émoussé vos ardeurs à pouvoir véritablement discuter et faire avancer les choses? C'est-à-dire que la presse a retenu des détails. Ce n'est pas ça le plus important. Comme je vous ai expliqué, le plus important est de discuter derrière des portes closes. L'exemple, dont je suis tenu au devoir de réserve. Nous avons limité le mandat. C'est des discussions difficiles qu'il y a eu pour qu'on limite le mandat. Ça ne s'est pas fait comme une lettre à la poste. C'est une histoire qu'un jour, peut-être quand on sera à la retraite, nous vous raconterons. Ça ne s'est pas passé comme une lettre à la poste, une majorité vient, elle dépose sur la table. Donc c'est un travail du titan qui a été fait derrière l'un des caméras, l'un des projecteurs. Nous avons adopté les réformes institutionnelles et constitutionnelles à quelques minutes de minuit, alors que nous étions dessus depuis le matin. Avec des va-et-vient, des discussions, non, on n'est pas d'accord pour ci, on n'est pas d'accord. Et les coups de fil par-ci, par-là. Pas un mot sur les médias. Vous avez le résultat. Alors, j'allais oublier un de nos plus grands acquis sur le plan politique. Dès notre entrée au Parlement en 2019, pour éviter que le débat ne se déroule dans la rue, je demandais, et on se moquait même de moi, un cadre permanent de concertation. Je ne l'appelais pas comme ça, je l'appelais cadre de dialogue permanent. L'idée a fait son chemin, et éventuellement nous avons eu un cadre temporaire qui est la CENAP. Et à la CENAP, nous sommes revenus avec ces idées que d'autres aussi ont amenées. L'idée a fait son chemin, elle est adoptée par et la majorité et l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Aujourd'hui, nous avons un cadre permanent de concertation. Et nous allons y revenir tout à l'heure, surtout la CENAP et le CPC qui est issu de la CENAP et son rapport ou ce qu'il a pu faire avec le travail Kabal Asseni sur le terrain. Mais vers fin mai, un balai de congrès a eu lieu dans tout le pays, puis l'UFC devrait en principe tenir son congrès, mais cela n'a pas pu avoir lieu. Alors, M. Sénat Alepuis, depuis l'Afrique du Sud, vous aviez eu à bloquer le congrès qui devait se tenir. Qu'est-ce qui s'était passé? Les Togolais veulent vous écouter. Vous savez, la dernière fois que nous avons parlé de ce sujet, j'avais 44 ans. Le 7 juin qui vient de passer, là, le 7 juin 2023, qui est le jour de mon anniversaire, j'ai atteint 45 ans. Et Dieu merci, je suis encore vivant. Donc, comme tu peux le voir, même sur ma tête maintenant, quand tu m'as connu, la tête était noire. Ça devient blanc. Ça devient un peu grisâtre. Je vieillis. Et donc, la maturité recommande que
étant le plus gradé de mon parti sur le territoire national, quand il y a un problème dans ta maison, tu le règles à la maison. Tu ne vas pas venir sur les médias et venir expliquer quelle est la couleur de ton slip et la couleur du slip du voisin là-bas. Que bon, on a peut-être eu des propos qui dépassent la pensée par le passé, ce qui est croustillant et intéressant pour les populations, le journal, les journaux, la presse. Mais il faut, avec l'âge et la maturité, être de plus en plus responsable. Et la responsabilité me recommande de régler le problème interne que nous avons à l'interne et ne pas aller dans les détails sur la place publique. Et je saisis cette occasion pour m'excuser auprès de tous qui ont été incommodés par les propos que j'ai tenus sur le sujet, parce que vous parliez d'une vidéo faite en Afrique du Sud. Nous étions dans une situation où tout le monde allait être déposé le lendemain. C'était un coup de force qui était en passe. Non, je ne veux même pas. Vous m'entraînez sur un terrain où je n'ai pas envie d'aller. Donc, mon intention ici, c'est de m'excuser pour tous les propos que j'ai pu tenir qui ont incommodé des gens qui ont eu à suivre cet épisode malheureux de la crise au sein de notre parti et rassurer les uns et les autres comme étant le plus gradé de notre parti sur le territoire national. En toute responsabilité, nous allons faire ce qu'il faut en interne pour régler le problème et éviter de nous donner un spectacle aux Togolais. Ah, donc c'est un mea culpa. Non. Je m'excuse sur la forme. Sur le fond, nous avons le pouvoir, nous le tenons bien et je ne lâche rien. Sauf que maintenant, je suis un responsable. Il y a des gens qui m'ont fait confiance dans ce pays et me confient des responsabilités importantes. Je dois respecter ces responsabilités. Comme je vous le dis, je vieillis maintenant. On ne va pas continuer avec des jeux de cours de récréation au sommet de l'État. Bon, si faire des réactions intempestives qui exposent des gens. Nous étions dans un coup de force et il fallait arrêter le coup. On n'avait pas d'autre choix que d'utiliser les moyens. Et le message était destiné aux militants de mon parti. Ça a fuité, c'est dans la presse. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ça c'est les histoires quand j'avais 44 ans. D'accord. Maintenant j'ai 45 ans. Parlons des histoires de 45 ans. Il faut que ça soit visible dans le comportement. Parlons de mais vous disiez tout à l'heure que vous êtes le plus haut gradé du parti sur le territoire. Sur le territoire. Oui, bien sûr. D'accord. Ben, je suis 3e vice-président de l'Assemblée. Vous avez quelque chose au-dessus de ça, à part M. Olympio qui est président et qui est à Accra? Dites-moi quelque chose. Il y a le 2e vice-président de votre formation je veux moins le connaître et je ne veux plus parler de personne. Je veux parler de projet. Je veux parler de la nécessité de revaloriser le salaire des gens qui travaillent dans la justice, de mettre un terme maintenant, à ces problèmes. Je ne suis pas là aujourd'hui, vous n'avez pas pu tenir le congrès. Est-ce que vous êtes dans la forclusion? L'UFC voudrait dire, hein? Je comprends très bien votre question. Je pense que nous avons quelqu'un qui est relativement sage et compétent, et qui a toute une administration qui est bien placée pour répondre à cette question. C'est notre doyen, le ministre d'État, son Excellence, M. Boukpessi, qui est en charge des questions relatives aux partis politiques. Donc, je pense que... Qui vous avait aidé ou qui vous aurait aidé à rapidement arrêter le congrès qui devrait se tenir? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais je sais que c'est lui qui a été saisi. Au Togo, la justice fait son travail, l'administration fait son travail, nous aussi les partis politiques, nous faisons notre travail. Et je félicite tous qui font leur travail, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est pas lui que vous avez saisi par rapport à la tenue ou non du congrès de la dernière fois? Personnellement, je n'ai saisi personne par rapport à... Et que répondez-vous à cette histoire de courrier falsifié, signature falsifiée? Je réponds que j'ai 45 ans et que je ne jouerai pas dans la cour de récréation avec les enfants. Vous fuyez? Prenez-le comme cela. Comme je vous ai dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je suis le plus gradé de mon parti dans ce pays. Quand il y a des problèmes dans la maison, même si je suis vieux, il y a plus vieux que moi, certes, j'ai la responsabilité de régler des problèmes, pas d'en parler sur la place publique et tourner de gauche à droite. Donc, on peut comprendre, tous ceux qui sont à l'écoute maintenant peuvent comprendre que... Je fais ce que quelqu'un qui est dans mon rôle doit faire. Pour aucun détail sur cette affaire sur les médias. Et vous verrez, jugez-nous au résultat. Peut-être qu'on réussira, peut-être qu'on échouera, mais j'aurai été responsable jusqu'au bout. La réconciliation entre les deux factions au sein du parti, du moins, c'est envisageable. Je pense que
Je vais commencer à parler chinois pour qu'on se comprenne. Je ne dirai pas un mot. Je vous ai expliqué que j'ai 45 ans maintenant. Donc oui, mais quand même, vous faites rassurer les Togolais, si du moins c'est la réconciliation entre le groupe Sénan Lipu et le groupe Elliott Ohin est possible. C'est ça qui peut rassurer les uns les autres. Vos militants, voudraient dire. Et les Togolais peut-être pas ricocher. Si on parlait du recensement, il y a des gens qui demandent qu'on reprenne le recensement dans la zone 1. Il y a des gens qui disent que... Vous fuyez ma question, mais quand même, on va marquer la pause pour revenir dans quelques minutes du débat avec notre invité, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du député Sénan Lipu, qui est un des conseillers du conseil spécial, bien sûr, du président national de l'Union des forces de changement, le DETIA. Alors, les conclusions de la CENAP, CPC et son rapport avec le travail de la CENI, puisque il était dit quand même que tout ce que vous avez abattu comme travail au niveau de la CENAP ont un lien ou ont des incidences sur le travail que devrait abattre la CENI. Est-ce que vous nous le confirmez ici? Ou un rapport? Les conclusions de la CENAP sont publiques. Oui. En 52 points. Si ce que vous dites est conforme, il n'y a pas de problème. Eh bien non, à vous de nous dire. Je pense comme vous. Je pense exactement la même chose que vous. Oh non, mais... ah oui. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, la CENI évolue selon les directives, les orientations données par la CENAP qui, entre-temps, a créé ou dont est issu le CPC? La CENI doit respecter le code électoral et les lois en vigueur dans la République togolaise. Je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire. Et sans trahir un secret, je crois que c'est le... Non, je suis à son devoir de réserve. Je vous aurais dit qu'il a même proposé une CENI technique, mais nous sommes restés sur le schéma d'une CENI politique. Et les partis politiques sont représentés à la CENI. Ceux qui sont au Parlement, comme ceux qui ne le sont pas, incluant les partis d'opposition. Donc tout le monde a son œil dedans. Donc s'il y a un problème à la CENI, on peut en parler à la CENI. On peut approcher mon aîné, l'honorable maître Paco Madjourovi, qui est président du CPC, avec le problème. Voilà nous les problèmes qu'on a constatés. S'il estime que c'est sérieux ou bien que bon, on a des règles qui nous définissent, la façon dont on doit fonctionner, on peut décider de convoquer une session extraordinaire du CPC pour débattre de ces questions-là. Pas dès qu'on a une idée, on vient sur les médias pour crier d'abord, avant même de peser l'idée. Donc moi je pense que la CENI fait son travail. Et cela vous satisfait à l'UFC? Je vous explique que je suis rentré d'Abuja hier, donc je n'ai pas, d'où j'étais, entendu qu'il y ait un problème tel qu'on ne peut plus avancer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ce que je dis, c'est que s'il y a un problème, il faut qu'on aille en parler, puisque nous sommes à la CENI. Nous avons 2 représentants à la CENI, dont le vice-président de la CENI. Et nous avons un cadre pour lequel nous nous sommes battus, pour que quand il y a des problèmes politiques, on se retrouve à huis clos pour en discuter et les régler. Au lieu chaque fois de crier au loup, on peut être en train de crier au loup à raison ou à tort. Mais le mieux indiqué, c'est d'aller dans le cadre qui est créé pour régler ces problèmes. Si vous avez un problème, même si je vous gifle dans ce studio, vous avez la force pour vous jeter sur moi pour qu'on se bagarre. Mais vous pouvez aussi aller au commissariat de police et signaler qu'il y a voie de fait et une procédure commence. D'accord. Oui. Et par rapport au travail de la CENI, au niveau de la CENAP, vous aviez proposé l'organisation des audiences foraines. D'accord. Mais avant le recensement électoral. Oui. Mais c'est constaté aujourd'hui, les audiences foraines sont devenues des vœux pieux. Qui dit ça? Oui, est-ce que cela a été réalisé? Non, je demande seulement qui a dit ça. Juste pour ma propre gouverne. Oui, monsieur Alipuy, vous étiez à la donc vous-même vous dites que les audiences foraines sont un vœu pieux. Est-ce que vous les avez réalisées avant le recensement électoral, tel que vous les avez actés au niveau de la CENAP? Non, je vous posais la question parce que... Non, c'est moi qui pose la question ici. Oui. Bon, d'accord. Je posais la question qui s'en plaint parce que le développement que je vais faire ne va pas forcément à 100% dans cette direction. Donc peut-être une fois qu'on a fini l'émission, j'aurai approché cette personne pour lui donner les détails que je vais vous donner. En septembre 2019, la direction du Sceau de la nationalité
a conduit des audiences foraines dans l'ensemble du pays, avec comme intention de délivrer près de 10 000 certificats de nationalité, donc des pièces d'identité aux Togolais. Ça, c'est en 2019. Donc ça, c'est du côté du ministère de la Justice. Je crois que c'est dirigé par ma soeur aînée, Madame Chamja Pacha. Donc, elle a fait ce travail-là. Si vous fouillez un peu, vous pouvez même aller la voir, elle est au palais de justice là-bas. Elle va vous expliquer comment ça s'est passé. Ils ont sillonné tout le pays. Ils étaient à Takbamé, ensuite ils sont venus à Kévié. Donc, ils ont fait des audiences foraines à cette époque-là. Donc j'ai donné une date et qui il faut aller voir. Au cas où je mens, vous vérifiez. Si j'ai menti, la prochaine fois qu'on se voit, vous me le rappelez. Vous avez la CNSS aussi qui s'est lancée dans un processus d'audience foraine à un moment donné. Ça, donc, vous avez d'une part le ministère de la Justice, vous avez maintenant la Caisse nationale de sécurité sociale.